Le face-à-face avec Angélique Souche sur NC Première. Bonjour à tous et bienvenue dans ce face-à-face. Le nickel encore et toujours au cœur du débat, mais pour tenter d'aller plus loin ce midi avec cette question, comment sortir du débat court-termiste et polémique des exportations pour enfin approcher cette stratégie nickel que chacun appelle de ses vœux? Quelles seraient les conséquences d'un conflit ouvert sur le nickel à l'approche de 2018? 4 invités pour débattre ce midi: Grégoire Bernu du groupe Les Républicains, le député Philippe Gomes de Calédonie Ensemble, Gérard Régnier, le secrétaire général de l'Union calédonienne, et Charles Ouachetine, porte-parole du Palika. Messieurs, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Alors on l'a dit, l'idée c'est d'aller au-delà du conflit des derniers mois, etc. Cependant, les demandes d'exportation vers la Chine ont été examinées il y a une quinzaine de jours. D'autres, cette fois, d'augmentation des volumes vers le Japon doivent être examinées à la fin du mois. Est-ce que le fait que le dossier ne soit pas totalement clos permet malgré tout aujourd'hui, vous politiques, d'engager les discussions de façon efficace sur la suite, à savoir cette fameuse stratégie nickel? Philippe Gomes. Il faut d'abord traiter les dossiers qui ont été déposés auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne ces exportations, soit à destination de la Chine, soit à destination du Japon. Donc le préalable, entre guillemets, que nous avions posé à Calédonie Ensemble, c'est qu'un débat démocratique ait lieu au Congrès sur le sujet pour dire si oui ou non ces exportations étaient compatibles avec le schéma minier tel qu'il était prévu. Parce que ce schéma prévoyait à la fois des volumes sensiblement équivalents et des clients traditionnels. Le Congrès, dans des conditions sur lesquelles je ne reviendrai pas, a été très partagé sur le sujet. Il y a eu 27 de 27 en ce qui concerne une catégorie d'exportation et 25-27 en ce qui concerne une autre catégorie. Sur cette base-là, en tout cas, le Congrès a considéré que, par principe, les exportations nouvelles à destination de la Chine et des exportations significativement supplémentaires à destination du Japon, 1 400 000 tonnes de plus demandées entre la SLN, Mai et Baland, qui se surajoutent aux 1 700 000 tonnes actuellement exportées. Et donc le gouvernement, ensuite, doit faire son travail au cas par cas. Pourquoi je dis au cas par cas? Parce que c'est le code minier qui prévoit un certain nombre de critères qui doivent être examinés par le gouvernement sur chaque demande d'exportation déposée, quel tonnage, quelle destination, quelle teneur, etc., etc. Et donc c'est ce qui a été fait, qui a abouti au résultat que vous avez rappelé, une exportation sur la Chine qui a été autorisée, les autres rejetées, une exportation sur le Japon complémentaire qui vient d'être autorisée le 3 novembre dernier pour Baland, 150 000 tonnes de plus qui se surajoutent aux 500 000 tonnes qu'ils avaient obtenues, et 2 dernières enfin demandes d'exportation qui sont en cours d'examen, qui devront être examinées par le gouvernement d'ici probablement à la fin du mois ou le début du mois prochain. C'est d'une part une demande de la SLN d'1 million de tonnes supplémentaires sur le Japon, qui a obtenu d'ailleurs il y a quelques jours un avis défavorable du comité consultatif extérieur minier, et une demande de M. Mai de 250 000 tonnes supplémentaires à destination du Japon, qui, elle, n'a pas encore subi l'examen par le comité consultatif du commerce extérieur minier, mais qui devra être examinée avec celle de la SLN en gouvernement dans les prochaines semaines. Donc voilà, on arrive quand même au terme de la procédure, puisqu'il ne reste plus, grosso modo, que 2 demandes sur les 11 qui étaient en instance. Alors, maintenant j'en arrive à votre question. Est-ce que ça empêche qu'on discute? Ce qui est a priori déjà le cas, notamment dans le cadre du GTPS. On discute de manière générale sur tous les sujets fiscaux, économiques, sociaux, politiques, article 27, compétences régaliennes. Enfin, au-delà de ce qui peut apparaître aux Calédoniens comme une sorte d'affrontement permanent, parfois très polémique, parfois même un peu virulent ou violent, entre formations politiques calédoniennes, non indépendantistes ou indépendantistes, la réalité du débat au sein de nos assemblées de province, de nos commissions, du Congrès, etc., elle n'a pas automatiquement une dimension aussi polémique. Donc je pense qu'on sort de l'affaire des exportations, chacun avec ses positions, on a bien vu qu'on n'est pas tous sur la même ligne, et on peut peut-être, et ce que on souhaite, en tout cas nous à Calédonie Ensemble, c'est ouvrir le débat l'année prochaine sur le fond et voir dans quelle mesure on peut tracer les lignes d'un consensus, d'un compromis entre nous sur ce qui est un sujet central, essentiel, pas simplement économique, mais majoritairement politique pour notre pays. Charles Ouachetine, l'Uni-Palika a eu la réaction après ce débat sur les exportations la plus vive. Vous avez notamment déposé un recours, les défenseurs de la doctrine nickel ont déposé un recours. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré tout, vous êtes disposé à discuter, à négocier sur le fond? Je crois que sur tous les sujets,
nous n'avons pas d'autre choix que de discuter. C'est l'accord de Nouméa qui nous impose ça. Donc, sur la question minière, donc effectivement, donc on a engagé une démarche, simplement pour rétablir ce que les uns et les autres ont validé. Et je fais référence notamment au schéma de mise en valeur de la ressource minière, donc qui prévoit un certain nombre de dispositions qui nous permettent au mieux d'exploiter notre ressource. Parce que nous partons du principe que le nickel est un patrimoine commun et à mettre à la disposition de tous les Calédoniens. Donc aujourd'hui, il y a des textes réglementaires donc, qui nous permettent d'encadrer, peut-être qu'ils sont perfectibles. On voit donc au regard des différents conflits qu'on ait pu voir. Mais pour autant, continue à le dire, pour autant, est-ce que, parce que il y a des demandes conjoncturelles dans un contexte difficile, parce que le cours du nickel n'étant pas totalement favorable, on va ouvrir la boîte de Pandore. Donc nous, on continuera à plaider pour que la doctrine nickel qui a fondé la mise en place de l'usine du Nord, cela aussi, je pense que le mouvement indépendantiste doit se féliciter de ça. L'usine, on est parti de rien, 90. C'est tout un cheminement qui a permis aujourd'hui aussi d'envisager autre chose. C'est ce qu'on projette, nous, de le faire. Parce que les schémas aujourd'hui préconisés, les systèmes d'exploitation préconisés depuis des dizaines d'années, ne bénéficient pas forcément aux Calédoniens. On ne peut pas se prévaloir simplement de quelques subsides qu'on accorde aux rouleurs pour dire, ou parce qu'il y a des emplois à la clé, que le système est bon. Donc nous continuerons à plaider la doctrine nickel parce que pour nous, il est essentiel que le nickel, qui est notre ressource première, aide à la diversification de l'économie parce que le nickel, c'est un temps. Il faut qu'on travaille aussi d'autres secteurs. C'est tout au moins la philosophie que nous préconisons et que nous proposons à l'ensemble des partenaires de l'accord de Nouméa. Je crois que nous sommes dans ces dispositions. Il faut que le dialogue se fasse à tous les sujets et sur tous les sujets. Grégoire Bernu, au nom des Républicains, ce dialogue après des échanges particulièrement virulents sur ce point précis des exportations. Pour répondre à votre première question, vous nous demandiez si on allait réussir à travailler ensemble de façon efficace. Ça, je ne sais pas si on va réussir à travailler ensemble de façon efficace. Mais en tous les cas, ce qu'on peut constater d'ores et déjà, c'est que tous ces débats, tous ces échanges, ils ont permis de mettre les éléments de la discussion sur la table. Et on a donc déjà commencé à travailler, notamment au Congrès par l'intermédiaire de la Commission économique et fiscale. Pas plus tard qu'hier, on s'est réunis et on a commencé à choisir une méthode pour pouvoir, tout groupe politique confondu, parce que c'est ça l'intérêt de travailler en commission au Congrès, c'est que tous les groupes politiques sont représentés, ça veut dire qu'on entend la voix de tout le monde. Et donc on a déjà commencé à mettre les éléments de la discussion sur la table en termes de méthode notamment, c'est-à-dire qu'il s'agit de trouver une méthode qui nous permette d'aborder tous les sujets sans tabou, en toute transparence, compte tenu des problèmes auxquels la Nouvelle-Calédonie est aujourd'hui confrontée et liés notamment à la chute des cours du nickel qui sont au plus bas, comme vous le savez. Inférieur donc à nous dans ce contexte-là, on est ravis parce qu'encore une fois, certes, ces débats, ils ont été parfois virulents, mais au moins ils ont permis de en quelque sorte crever l'abcès, de mettre les éléments de la discussion sur la table. Nous, les Républicains, on a l'impression, si vous voulez, que les Calédoniens, quelque part, ça leur a permis de s'approprier de ce dossier, parce qu'encore une fois, c'est le nickel, c'est quand même relativement complexe. C'est assez technique, ça soulève un certain nombre de questions, certes politiques, mais surtout économiques. Donc aujourd'hui, tous ces débats qui ont eu lieu depuis un certain nombre de semaines, ça a permis donc aux élus que nous sommes, mais également aux Calédoniens, de s'approprier ce sujet. Donc nous, ce qu'on espère désormais, et petit à petit, on a l'impression qu'on y arrive, c'est qu'on réussisse à faire toute la transparence, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas de condamner les uns et les autres, il s'agit simplement de faire toute la transparence sur les différents dossiers qui nous concernent, au premier rang desquels la SLN, la SMSP, Vallée, KNS, etc., pour, encore une fois, essayer de trouver des solutions ensemble. J'entendais le député Gomez tout à l'heure parler des exportations, effectivement, donc il y a eu un grand débat sur les exportations. De la même manière, nous,
nous, on sait que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a une simple majorité à autoriser l'exportation de 3 800 000 tonnes par an de garnierite vers la Corée, vers POSCO, donc à une teneur fixée dès aujourd'hui pour 22 ans jusqu'en 2037. Donc nous, on a besoin d'en savoir plus aujourd'hui. On voudrait savoir, on n'est pas forcément contre tout de suite d'entrée, mais ce qu'on demande, c'est d'en savoir plus pour savoir dans quelle mesure cette autorisation donc qui a été délivrée à une majorité simple au gouvernement va permettre à la Nouvelle-Calédonie d'en retirer des bénéfices, parce qu'on n'en est pas certain aujourd'hui, loin de là. Donc voilà, ça fait partie des sujets. Encore une fois, il ne s'agit pas de se battre et de s'invectiver à longueur de journée. Il a fallu le faire, certes, à un moment donné, parce que c'est toujours pareil en Nouvelle-Calédonie, et il y a un petit peu le non-dit. Donc il faut crever l'abcès pour parler en toute transparence. Mais dès lors qu'on a réussi à franchir cette étape, aujourd'hui, on peut aborder les différents sujets, enfin, c'est ce qu'on espère, on peut aborder les différents sujets qui nous concernent tous de façon plus sereine. Gérard Regnier, l'UC, notamment sur les exportations, mais globalement a été le parti qui a pu finalement faire passer la décision dans un camp ou dans l'autre. Aujourd'hui, quel est l'état d'esprit de votre parti ? Il n'y a pas un camp ou un autre. Il y a des élus du Congrès qui prennent des majorités à des moments donnés par rapport à des sujets. Il n'y a pas de camp sur le sujet, il y a un débat sur la mine. Juste pour être complet par rapport au député Gomez, tout à l'heure il a parlé des dossiers d'exportation. Il y a encore 2 dossiers qui doivent aussi passer, qui sont passés une première fois, mais qui n'ont été ni acceptés ni rejetés. C'est les dossiers sur les produits subéconomiques de M. Montagnat, du groupe Montagnat et du groupe Ballonde, où il a été demandé de repasser par les commissions communales consultatif pour justement savoir si on peut toucher à ces produits subéconomiques. Donc ces 2 dossiers devraient repasser devant le gouvernement normalement. Aujourd'hui, on peut parler de la mine et comme disait mon camarade Charles, le nickel, c'est pas un produit renouvelable. On exporte notre terre, on envoie notre terre. Et c'est vrai que on ne peut pas faire ce débat sans rappeler aussi l'histoire des choses. Elle a été aussi très mouvementée. Quand les indépendantistes, en 90, rachètent la SMSP, la stratégie minière, la stratégie nickel, c'est la France qui l'a fait. C'est Eramet qui fait la stratégie. Le pays, il subit les décisions. Il n'a pas à dire son mot. Il dit OK à ce que la SLN veut faire, et fait d'ailleurs. Et dès lors que SMSP est racheté par les indépendantistes, tout de suite, le débat s'ouvre. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce nickel ? Et très rapidement, la SMSP devient la première exportateur en 96, devient exportateur de minerais de nickel pour quelque chose comme 40 000 tonnes de nickel contenu en 96. C'est le premier producteur mondial. On exportait vers le Japon, Sumitomo, Pamco, sur Glenbrook, les Américains, sur QNI. Et à partir de là, c'est projeté l'idée de pouvoir négocier une usine dans le pays. Et c'est donc cette idée d'usine du Nord qui a pris cours. Le préalable minier qu'on a connu, qui a permis d'accéder à la ressource et qui a permis donc de démarrer l'usine du Nord avec cette doctrine ou cette stratégie de 51-49 dès lors qu'on avait trouvé un partenaire. Je rappelle qu'à l'époque, le partenaire qu'on souhaitait était Eramet, et Eramet avait fermé la porte dès le départ. Et on s'est tourné donc vers Falconbridge. À partir de là, en 96, la teneur qui était celle qui était exportée était de 2,5. C'était une teneur de 2,5. Je le dis parce que c'est important. On va voir que depuis, on a beaucoup avancé, on a beaucoup d'acquis. Ensuite, une fois qu'on a cette usine du Nord, dans le même temps, on négocie l'accord de Nouméa et on négocie l'accord donc, de Bercy et l'accord STCPI. STCPI, ça permet à Nouvelle-Calédonie de rentrer dans le capital des SLN et de rentrer dans le capital d'Eramet. D'ailleurs, depuis, on a des personnes qui siègent dans ces conseils d'administration. Le député Gomez siège dans le conseil d'administration d'Eramet et nous avons 4 personnes, 2 de Nordil et 2 de Promo Sud qui siègent dans le conseil d'administration SLN. C'est important. C'est important parce que ça permet justement d'avoir des gens qui doivent être porteurs de ce que l'on veut faire de ces outils, SLN, Eramet, et surtout de la vision qu'ont ces groupes pour le travail. Tout comme, bien sûr, on est présent dans KNS. Valais, c'est un autre problème. Et donc, sur cette résultante, on voit bien qu'on a repris en main le dossier minier, le dossier du nickel. Alors, bien sûr que ce n'est pas facile. Le marché est là aussi qui nous impose certaines donnes. Mais quand on fait le bilan, donc depuis 90 jusqu'à aujourd'hui,
on a fait des avancées quand même considérables. Aujourd'hui, il y a 4 usines. Nous avons 4 usines. Alors, il y en a où nous sommes majoritaires. Il y en a, la SLN, aujourd'hui, de Niambo, nous sommes à 30%. Il y a cette volonté de passer à 50%, donc de prendre la majorité dans la SLN. Et puis, c'est pour vous, ce capital, cette montée majoritaire au capital de la SLN, c'est l'une des priorités dans cette stratégie nickel à définir ? C'est un élément. C'est un élément parce que ça, derrière... Parce que là, très clairement, on est fin 2015, 2018 avance à grands pas. À un moment, il va falloir avoir un calendrier, j'imagine, contre la méthode... Le domaine économique ne s'arrête pas. Peu importe le statut de demain, peu importe si on est indépendant, nous on souhaite être souverain. L'économie, le nickel sera toujours là, nos usines seront toujours là. Il faudra bien aussi avoir une stratégie à ce moment-là. Nous y travaillons de toute façon dans ce sens-là. Donc on n'a pas de calendrier spécifique, on a une démarche qui nous amène sur le long terme. Donc sur sur les acquis que nous avons, nous voyons bien qu'aujourd'hui on peut parler de stratégie minière, on peut parler de stratégie métallurgique, dès lors qu'on a mis les pieds dans la mine, ce qui n'était pas le cas. Comme l'a dit tout à l'heure Charles, on subissait. Aujourd'hui, c'est vrai que l'envolée et ce qui s'est passé en 2007, la flambée des prix sur le nickel, d'ailleurs ce qui a permis de gaver un peu les provinces à ce moment-là, puisqu'on a eu des retombées fiscales par l'IS 35 et on a eu aussi des retombées des dividendes. Et forcément, on a gavé un peu les provinces. Mais au-delà de gaver les provinces à ce moment-là, on a aussi réussi à réduire sur nos exportations la teneur nickel. Donc ce qui veut dire qu'on va tenir plus longtemps avec notre nickel aujourd'hui dans la durée, et on va produire plus. Et ça, c'est des éléments quand même importants. Et dernièrement encore, puisque c'est le cas du syndicat des mineurs qui nous ont réussi à négocier un profit sur la part métallurgique avec les Japonais. Avec les Japonais. Et donc on voit bien qu'on est en train d'avancer. Donc cette stratégie charge aux élus aussi de regarder l'intérêt du pays et de ses populations. C'est ça le plus important. C'est pas simplement l'intérêt des opérateurs. C'est bien l'intérêt du pays et des populations. On le voit bien encore aujourd'hui. On a des difficultés sur les bas des mines, que ce soit des difficultés environnementales, que ce soit des difficultés sociales. Les rouleurs sont venus avec des problèmes. Nous, indépendantistes, on a demandé à nos gens, non pas de vivre de royalties, mais de vivre du travail. On leur a demandé de s'investir dans le travail. C'est ce que nos gens ont fait. Donc, dans ce travail, dans cet engagement, forcément, il faut faire en sorte que ces gens puissent vivre de leur travail. Et ça, c'est important. C'est la responsabilité que nous avons prise lors de cette dernière manifestation des rouleurs. Grégoire Bernu, est-ce que vous partagez cette idée que finalement, la stratégie, et notamment son calendrier, la stratégie nickel, peut être déconnectée de l'avenir institutionnel ? Déjà, si vous permettez, je voudrais rebondir sur, les 51% du capital, notamment de la SLN ou de ce débat, en fait. Je voudrais rebondir sur le débat que vous venez d'avoir avec Monsieur Régnier par rapport à la prise de participation majoritaire au capital des entités métallurgiques. Clairement, là, on peut regretter tous ensemble, journalistes compris d'ailleurs, d'avoir focalisé le débat sur cette question-là depuis à peu près quelques années. Alors, je ne sais pas exactement combien d'années, mais ça fait un certain temps qu'à chaque fois qu'on parle du nickel, on aborde cette question, alors qu'on occulte finalement les vrais problèmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas le principal problème auquel on est confronté. Il y en a beaucoup d'autres, et c'est la raison pour laquelle, finalement, pour obtenir un consensus, tout groupe politique confondu, il s'agirait peut-être de faire un constat partagé déjà. Quels sont-ils les problèmes aujourd'hui ? Parce qu'en plus, on les connaît. Il y a la centrale C. Vous le savez. C'est de ça dont il faut qu'on parle. C'est pas des 51% du capital. Ça, c'est un faux débat. C'est-à-dire qu'effectivement, on en a parlé pendant plusieurs années, mais on n'est pas d'accord. Et vous on êtes n'arrive toujours pas à trouver de consensus. Contre. Bon, là, j'ai pas envie d'en reparler. Je me suis déjà, à titre personnel, des gens de mon parti se sont déjà largement exprimés sur le sujet. Je considère, nous, les Républicains, aujourd'hui, on considère que c'est hors sujet. Enfin, je veux dire, compte tenu de ce qui se passe, c'est hors sujet. Juste, je termine. Il y a la problématique actuelle. Il faut parler de la centrale C de la SLN. C'est ça qui nous concerne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est suspendu. On ne sait pas ce que ça va devenir. Il y a le problème structurel de la SLN, c'est pas les 51%, c'est celui de sa compétitivité et de sa survie à terme. Donc c'est ça dont il faut qu'on parle tous ensemble, tous partis politiques confondus. Ça nous exonère pas d'en parler. Il y a aussi les problèmes auxquels est confrontée l'usine du Nord. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, Glencore, il y a une incertitude qui pèse sur son devenir, compte tenu de son endettement et de la chute historique de son cours de bourse il y a à peine un mois. Il y a également l'usine de Vallée, il y a la dette globale de la SPMSC à la province Sud. Vous
savez, l'entité qui détient des participations dans le capital de l'usine du Sud. Et puis enfin, il y a ce dont je parlais tout à l'heure, il y a les retours de Corée qu'on aimerait bien pouvoir évaluer aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore les éléments qui nous permettent de savoir combien nous fait perdre ou combien nous fait gagner la Corée, même si on considère aujourd'hui dans le contexte actuel sur la base des éléments financiers que la Corée nous fait perdre de l'argent. Voilà. Donc aujourd'hui, plutôt que de parler des 51% de la SLN, il serait grand temps, tout parti de politique confondu, qu'on aborde ces vrais sujets pour trouver des solutions ensemble et pour essayer de sortir la Nouvelle-Calédonie des difficultés auxquelles elle est confrontée. Parce qu'encore une fois, le marché, il ne nous attend pas. Et aujourd'hui, c'est la Chine qui dicte sa loi. Et nous, la Calédonie, il faut qu'on fasse preuve d'humilité. On n'est que 250 000 habitants. Et c'est pas en parlant pendant des années du problème des 51% du capital de la SLN qu'on va réussir à se sortir de nos difficultés. Charles Wachatine, vous n'aviez pas l'air d'accord. Non, je ne partage pas du tout l'avis sur le sujet. Parler de la détention de la majorité de capital dans les sociétés qui exploitent notre minerai est un vrai débat. Et ce, d'autant que l'accord de Nouméa prévoit précisément que tous les outils détenus jusqu'ici par l'État, et donc en l'occurrence vis-à-vis de la question de la SLN, la Nouvelle-Calédonie doit se l'approprier. C'est dans cette démarche-là. Et au-delà des 51% de la SLN, nous on plaide pour que tous les outils aujourd'hui qui sont installés chez nous, et je pense notamment à la société de participation également du Sud, il faut tendre vers l'idée qu'à un moment ou à un autre, ce soit la Nouvelle-Calédonie qui préside à la gouvernance de ces outils pour l'intérêt de ces populations. Nous on dit il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête les schémas qu'on ait pu voir jusqu'ici. Donc on plaide pour que ça soit le cas de la STCPI au sein de la SLN, que ça soit le cas de la Société de participation du Sud qui représente des intérêts des collectivités locales au sein de Vallée Inco, et comme la SMSP le fait à d'autres endroits, dans le cadre des usines offshore. Je pense que c'est la meilleure formule qui nous permette de rapatrier des moyens pour notre propre développement. Philippe Gomez, on est là sur cette question des priorités à un moment. Pour vous, pour Calédonie Ensemble, par quoi il faut commencer tout simplement ? Je voudrais dire deux choses. La première, c'est les fondamentaux de Calédonie Ensemble en ce qui concerne la mise en valeur des ressources minières. Il y en a trois. Le premier, c'est que le nickel, comme chacun sait, ça repousse pas. Alors peut-être on l'oublie, mais il faut le rappeler, ça repousse pas. Voilà. Une fois, un jour, il y en aura plus dans notre pays parce que on aura tout transformé ou tout exporté, je sais. Et donc, il faut le gérer pas simplement à l'aune de nos vies. Il faut le gérer à l'aune des générations futures. Alors déjà qu'on a du mal en politique à se projeter au-delà de la prochaine élection, vous imaginez les générations futures. En tout cas, nous, c'est à Calédonie Ensemble un point central, ce qui explique qu'on soit opposé aux exportations, parce qu'on considère que les exportations, c'est la marque des pays sous-développés. D'ailleurs, à part la Nouvelle-Calédonie et les Philippines, personne n'exporte au monde aujourd'hui, pas plus le Canada que la Russie, que l'Australie, etc. Deuxième principe pour Calédonie Ensemble, la valorisation, elle doit se faire d'abord localement. La valeur ajoutée est 2, 3, 4 fois plus importante dès lors que le minerai est transformé localement. Beaucoup plus importante si c'est transformé localement que dans une usine extérieure comme celle de Corée. Et bien évidemment, l'usine de Corée est plus intéressante en termes de valeur ajoutée que ne l'est l'exportation brute à destination d'une autre entreprise. Donc ça, c'est le deuxième principe. Et puis enfin, le troisième principe, c'est qu'on doit avoir la maîtrise de nos outils. Le nickel, c'est un secteur stratégique pour notre pays, comme l'industrie nucléaire ou l'industrie de l'armement l'est pour la France. Et donc, quand on a un secteur stratégique dans un pays, si on ne veut pas que ce soit simplement le jouet des investissements privés ou des entreprises privées, on doit faire en sorte de pouvoir avoir notre mot à dire. D'où la perspective dans laquelle nous on se situe de pouvoir détenir à terme, selon des modalités qui restent à déterminer, à négocier, mais le droit de contrôler ces entreprises, ça veut dire pas de se substituer à la gestion privée de ces entreprises, mais de les contrôler au travers d'une détention capitalistique à hauteur de 51%. Alors une fois que j'ai dit ces trois fondamentaux, je souhaite quand même dire un mot sur la situation actuelle, parce que autrement le débat serait un peu hors sol. Je m'explique. Et notamment ce qu'a rappelé Grégoire Bernu, des urgences
économique et en termes de décision. C'était le discours de Philippe Michel au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il a commencé par ça, lorsqu'il y a eu le débat de 8 heures sur le nickel. Donc pour dire, certes, le débat était intéressant sur les exportations, mais il paraissait un peu décalé. Vous l'avez dit tout à l'heure, le cours du minerai est aujourd'hui inférieur à 10 000 $ la tonne, inférieur à 4,60 $ la livre au LME, c'est-à-dire, pour être concret vis-à-vis de nos auditeurs, c'est les plus bas cours de ces 15 dernières années. Qui gagne de l'argent aujourd'hui à l'échelle du monde ? Madame, quasiment personne. 70% de l'industrie métallurgique de la planète perd aujourd'hui de l'argent. Alors un peu, lorsqu'elle est très compétitive, beaucoup, lorsqu'elle n'est pas compétitive du tout. Concrètement, pour nous, Calédoniens, ça veut dire quoi ? Et c'est pas un message anxiogène que je délivre, c'est simplement informer les Calédoniens de la situation. La situation, elle est qu'aujourd'hui, la SLN, en 2015, va perdre 25 milliards de francs CFP, que Vale Inco va perdre 32 milliards de francs CFP, et que l'usine du Nord va perdre une quinzaine de milliards de francs CFP. C'est-à-dire que l'ensemble de notre industrie métallurgique calédonienne va perdre entre 70 et 80 milliards de francs CFP. Alors, comme c'est beaucoup de milliards, on ne sait pas à quoi faire référence. Ça veut dire quoi, 70 ou 80 ? On sait qu'il y a 7000 emplois directs derrière. On prend le chiffre d'affaires de la SLN. 20 000 le chiffre d'affaires de la SLN, l'année dernière, c'était 85 milliards. Donc quand on perd 80 milliards, c'est comme si on perd le chiffre d'affaires de la SLN. Pourquoi je dis ça ? Pour dire c'est colossal. Et alors, est-ce qu'on a une perspective un petit peu lumineuse devant nous ? Pas du tout. Au contraire, le cycle dans lequel on s'est engagé en ce qui concerne les matières premières, du fait notamment de la décélération de la croissance chinoise qui est passée de 10 à 7%, du fait du développement de l'industrie de pig-iron, cet acier de mauvaise qualité qui représente aujourd'hui 25% de la production mondiale et qui est produit principalement en Chine, 500 000 tonnes sur 1 900 000 tonnes à peu près. Tout ça fait qu'on est parti dans un cycle des matières premières bas. Toutes les sociétés minières en bourse ont complètement dévissé. Eramet a perdu 30 à 40% de sa valeur, Glencore a perdu 40% de sa valeur, Vale a perdu 45% de sa valeur. Et donc, l'année 2016 et l'année 2017, selon les analystes, c'est un cours du nickel qui va rester entre 5 et 7 $ la livre. C'est-à-dire que l'industrie calédonienne continuera, pendant ces années-là, à perdre entre 50 et 80 milliards de francs CFP. Donc, on va passer des années très difficiles, parce que vous l'avez dit, le nickel aujourd'hui c'est 12 000 emplois, 4 500 directs, 4 500 indirects, 3 000 induits, c'est quasiment 20% de notre PIB, donc c'est un moteur majeur d'activité et de revenus dans notre pays. Et qu'est-ce qu'on peut constater et regretter, et là je m'exprimais en tant qu'administrateur d'Eramet, c'est qu'en ce qui concerne l'entreprise dans laquelle, à la suite du combat mené par les indépendantistes, là aussi il faut le reconnaître, qui nous conduit aujourd'hui à disposer de 34% du capital de cette entreprise et de 4% du capital d'Eramet, eh bien, la SLN, aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, se trouve non compétitive. C'est pour ça qu'elle perd 25 milliards. Elle se trouve non compétitive. Elle a aujourd'hui un prix de revient qui est aux alentours de 7 $ la livre, alors que le marché, on l'a dit, est autour de 5 $ la livre. Et pourquoi elle est non compétitive ? Est-ce que les salariés de la SLN n'ont pas fait des efforts ? Si, ils ont fait des efforts. Il y a le plan d'amélioration de la compétitivité qui a été engagé en 2009, qui a conduit près de 300 emplois à être supprimés sur les 2200 qui étaient comptabilisés au sein de la SLN. Les sous-traitants ont fait des efforts majeurs. Vous savez que leurs prix ont été réduits de 10 à 20% et les bloqués sur 5 années. Par contre, ce que devait faire la maison mère Eramet, c'est-à-dire la construction de la centrale qui permet de gagner 1 $ par livre, c'est-à-dire de faire baisser le prix de revient de 20%, et bien cet effort-là, la maison mère Eramet l'a pas fait. Elle l'a pas fait alors qu'elle avait largement la capacité de le faire, puisqu'il y avait 100 milliards de francs CFP dans les caisses de la SLN. C'est 100 milliards qui ont été distribués en 2012 et 2013. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où le pays, les salariés du pays, les sous-traitants du pays ont fait les efforts nécessaires pour être compétitifs, mais où ceux qui détiennent la majorité, qui sont Eramet, ont vidé les caisses d'une part et n'ont pas fait la centrale d'autre part. C'est pour ça que j'ai interpellé le Premier ministre à l'Assemblée nationale pour dire il faut maintenant que l'État joue son rôle d'actionnaire. On est dans une situation difficile du fait de la manière dont Eramet a géré sa participation dans la SLN, et donc il faut que l'État joue maintenant son rôle d'actionnaire. Je rappelle que l'État est actionnaire à hauteur de 26% du capital d'Eramet, et donc il a son mot à dire autour de la table. Et dans cette stratégie, Gérard Régnier, quelle doit être la place de l'État ? On l'a vu, on va dire, en médiateur dans le comité stratégique industriel. On le voit aujourd'hui à côté des partenaires sur cette question du nickel. Est-ce que vous attendez, vous, quelque chose de l'État ? Non, on n'attend plus grand-chose de l'État.
C'est nous qui devons être à même de trouver des solutions. L'Union calédonienne, là-dessus, est claire et on est content que le débat vienne naître au sein du Congrès. On espère bien que le gouvernement va aussi y travailler. Pour ça, il faut être dans un état d'esprit, il faut être ouvert, il faut revenir à... C'est pas le cas aujourd'hui ? C'est pas le cas aujourd'hui. Il faut revenir à un esprit consensuel et il faut poser les choses sur la table. Il n'y a pas de bouc émissaire, il y a simplement comment on fait les choses pour avancer. Le député Gomez vient de le dire clairement. Pourquoi être patron de la SLN ? C'est pour justement contrôler les actions. Et là, je suis content de m'adresser à l'administrateur. Mais que fait Eramet aujourd'hui ? On va fermer le four Bessemer. C'est 70 emplois qui vont être classés dans la SLN pour arrêter les maths. Mais les Chinois, les Japonais sont demandeurs de maths de nickel. Pourquoi d'un coup on décide de dire non, SLN ne fait plus de maths, on va regarder avec les Italiens, etc. pour continuer à faire vivre Sandouville. Eramet est en train de regarder ses actions, ses employés au niveau de la métropole, mais il ne regarde plus exactement la SLN. Pourquoi aujourd'hui la SLN a fait une demande qui va passer au gouvernement d'exporter de la garnérite ou de la saprolite pour certains, comme on veut, vers le Japon. On est en train d'externaliser le travail vers le Japon. Alors, c'est vrai que notre usine n'est pas compétitive, mais c'est vrai que les ouvriers ont fait le travail. Les syndicats ont joué le jeu de la compétitivité. Et d'un coup, on voit Eramet qui fait marche arrière sur l'ensemble des choses. Alors, c'est vrai que là, l'État a un rôle à jouer. C'est véritablement important. Cette dilapidation de la trésor de guerre ou de la trésorerie qu'avait la SLN, il faut que les patrons d'Eramet s'expliquent sur ce sujet-là. Maintenant, pourquoi devenir patron de la SLN ? Dès lors, et c'est la vision de l'Union calédonienne, pour nous, notre vision, c'est d'avoir un outil pays. C'est de dépasser le cadre des provinces. C'est que réellement, les titres miniers appartiennent au pays. Et que ces titres soient amodiés à ces opérateurs pour justement faire vivre nos usines, faire vivre nos différentes capacités métallurgiques. Et pourquoi pas non plus, je crois que l'Union calédonienne l'a dit, on n'est pas opposé non plus sur ce qui vient de s'ouvrir sur les produits subéconomiques. Le schéma disait qu'il fallait stocker ces produits en attendant j'allais dire, une opportunité. Il y a une opportunité qui se présente. Alors c'est vrai que c'est pour servir ce métal pig iron un peu spécifique. Mais vous savez, les Chinois, ils peuvent le faire très bien avec les exportations des Philippines. Ils n'ont pas besoin de nous pour le faire. Ce métal, ils l'ont déjà fait et ils vont continuer à le faire. Simplement, il y a une opportunité d'assainir nos massifs miniers. Il y a une opportunité, pourquoi pas, même d'aller curer nos rivières pour se prémunir des futures inondations en cas de cyclone. Donc il y a une opportunité qui est là, et l'Union calédonienne pense qu'il faut saisir cette opportunité qui, plus est, pourrait permettre aussi de revenir sur le passif environnemental. Parce qu'il ne faut pas l'oublier quand même, c'est un point essentiel de la vie de nos gens qui sont au pied de ces mines. Et c'est quand même quelque chose d'important. Je crois que les populations, dans cette envolée, j'ai parlé de 4 usines, etc. Alors c'est vrai que ça a créé de l'emploi, qu'on risque d'avoir en difficulté aujourd'hui. Mais en même temps, les gens souffrent au pied des mines. On continue à souffrir. C'est pas évident. Il y a peut-être des salaires qui sont là, mais on est passé d'un mode rural à un mode industrialisé. Et on n'a peut-être pas tout préparé. Et cette démarche, la vision que l'on a, c'est vraiment d'avoir une réflexion pays, une entité pays, et un système où on amodit les titres à des opérateurs pour les travailler. Et véritablement, à partir de là, on regardera quelles sont les plus-values que le pays peut faire. Mais quand je parle du pays, je parle forcément d'abord et toujours des populations pour et par le biais du nickel. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir qu'une réflexion de marché ou d'opérateur. Il faut avoir une réflexion de société. C'est la vision de l'Union calédonienne. Alors Charles Rochessine, quand on entend Gérard Régnier, de l'Union calédonienne, on se dit que finalement vos dernières critiques lors du congrès sur ce que vous avez qualifié l'appel des sirènes des multinationales, vous maintenez la différence aujourd'hui de vision des deux composantes du front. Vous avez demandé notamment un congrès du FLN pour clarifier les positions des uns et des autres. Oui. Nous avons demandé qu'il y ait un congrès, mais cette question, nous l'avons déjà évoquée au sein du Front. Il s'est trouvé qu'à l'issue d'un bureau politique élargi sur la question, donc où on a traité précisément la question de la mine, il y a eu le problème
à l'origine duquel il y avait le contrat mine. Il fallait répondre donc aux demandes donc sur le sujet, nous avons considéré que nos partenaires donc sont sortis un petit peu de ce qu'on a convenu dans le cadre de la doctrine nickel. Problème de conjoncture, il faut y répondre, mais je crois que ce qui importe pour nous, et ça sur le sujet, on est tous d'accord là-dessus, c'est qu'il ne faut pas qu'on dilapide notre ressource. Et l'idée de contrôler les outils aujourd'hui existants sur le pays pour pouvoir décider de ce qu'on fait de notre minerai est un avis qui est partagé par l'ensemble des 4 groupes au sein du Front. Donc, nous, on dit simplement, attention, il ne faut pas qu'on se laisse berner par des appels de pied de certains, parce que derrière, et on a vu dans le cadre du conflit des rouleurs, ce sont les rouleurs qui sont devant, mais en réalité, ce sont les mineurs, ceux qui ont dilapidé le patrimoine minier depuis des siècles. Là. Donc, nous on dit, il faut remettre les choses en place, disant qui fait quoi, et pour le compte de qui. Nous, on plaide pour que notre ressource serve à l'intérêt général. J'aimerais qu'on avance et qu'on revienne sur cette question de méthode. Grégoire Bernu, les Républicains ont proposé il y a quelques temps la tenue d'un comité destinataire extraordinaire sur cette question du nickel. Le comité destinataire a été souvent interrogé sur cette question. On a décidé finalement, après le comité stratégique industriel, d'un GTPS, le groupement des présidents. Est-ce que ce serait pas un retour en arrière, ce comité destinataire extraordinaire ? Alors quand même, Angélique, si vous permettez, avant de répondre à cette question, j'aimerais bien revenir sur tout ce que j'ai entendu là autour de la table. Vous répondez jamais aux questions, alors, monsieur Ah ben oui, mais il y a tellement de choses intéressantes que j'ai entendues moi que aussi, j'ai besoin de... Vous voulez probablement... Je me suis abstenu d'y répondre. J'ai besoin de participer à la conversation. Non, mais bien sûr, j'ai besoin de participer à la conversation. Je voulais surtout pas vous couper la parole. C'est particulièrement intéressant tout ce que j'ai entendu, parce que il y a certaines choses que j'ai entendues avec lesquelles je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Sauf que le problème de la compétitivité, c'est pas seulement celui de la SLN, c'est bien évidemment celui de la SLN, mais c'est pas seulement celui de la SLN, c'est aussi celui de nos usines comme Vale, comme KNS, parce que aujourd'hui on est dans un marché, dans une économie mondialisée avec une Chine qui dicte sa loi au marché. Et comment la Chine, elle en est arrivée là? C'est parce la main d'œuvre coûte pas cher là-bas. Elle a une énergie, elle jouit d'une énergie à bas coût, et aujourd'hui elle est capable de produire à bas coût du nickel pig iron, ce qui fait que on en est arrivé à la situation suivante, c'est que les multinationales, elles ont déjà dépensé en Nouvelle-Calédonie plus de 15 milliards de dollars dans l'espoir de produire un jour 120 000 tonnes, alors qu'en Chine, avec 1 milliard de dollars, ils ont déjà produit 500 000 tonnes. Donc vous voyez bien qu'on joue pas dans la même cour. On joue pas du tout dans la même cour. Donc le problème de la compétitivité, il nous concerne tous. C'est bien de ça dont il faut qu'on parle. C'est bien ce type de questions qu'on doit se poser, surtout quand on sait que la Chine, elle est en train d'investir massivement en Indonésie pour ouvrir des usines low cost, qui seront mutualisées. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 usines avec un seul port, avec une seule centrale électrique, et ils vont produire du nickel à bas coût. Mais comment voulez-vous, derrière, malgré tout ce que j'ai entendu, qui est pas faux, mais comment voulez-vous, derrière, que la SLN, que Vale ou que KNS soient compétitifs dans ces conditions-là? Donc voilà les vraies questions qu'on doit se poser. Nous, on doit aider nos opérateurs, quels qu'ils soient, à devenir le plus rapidement possible compétitifs face à cette concurrence chinoise qui, elle, ne nous attend pas et qui, de toute façon, fonctionne comme un rouleau compresseur. Et si on ne fait rien, et si par exemple, c'était le débat de tout à l'heure, on passe notre temps, nous, à parler des 51% du capital de la SLN, on va pas faire avancer le schmilblick. Vous seriez favorable, comme le demande, alors moins les mineurs, mais surtout notamment Lusoin, qui est en tant que représentant de milliers de salariés, d'être partie prenante des discussions qui doivent s'ouvrir sur le sujet?
C'est plus que d'être partie prenante, c'est nous, les collectivités, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer les conditions pour favoriser la compétitivité des entreprises. Il ne faut pas se substituer à eux, c'est eux les professionnels. C'est pas nous qui savons comment réduire les coûts. On doit créer les conditions pour que ces entreprises puissent fonctionner et rester compétitives par rapport à cette économie mondialisée dont le marché est dominé par la Chine. Malheureusement, c'est pas ce qui se passe en Calédonie. Il y a beaucoup de normes et de règlements qui ont été votés ces dernières années, ça s'empile. Alors l'environnement, c'est capital. On est tous d'accord là-dessus. La protection de l'environnement, c'est capital. Il n'en demeure pas moins qu'on doit quand même tenir compte de ce qui se passe à l'échelle de la planète et il faut toujours faire la balance entre le maintien de l'emploi et la protection de l'environnement. C'est pas ce qui se passe. Le député parlait de ça tout à l'heure. La SLN, elle perd 60 milliards sur 3 ans, là. 60 milliards de francs CFP sur 3 ans. Donc on voit bien qu'elle n'est pas compétitive. Valais, KNS aujourd'hui... Et donc pour vous, c'est notamment la faute à la structure de l'économie calédonienne? C'est pas forcément de notre faute. Il faut simplement qu'on soit plus réactif face à ce qui se passe dans le monde. Face à cette économie mondialisée, à une Chine qui dicte sa loi. C'est tout ce qu'on dit. Après, il faut s'adapter, il faut arrêter de perdre notre temps sur des sujets qui n'en sont pas, qui sont hors sujet, et aborder ensemble les vrais problèmes, notamment, encore une fois, comment rendre nos usines compétitives face à l'arrivée d'usines chinoises en Indonésie qui vont produire du nickel à bas coût, et nous, on sera plus compétitifs. De la même manière, j'en termine par ça, parce que j'ai entendu ça aussi, mais moi j'ai une question à poser à M. Ouachetine et au député Gomez. Ils nous parlent de brader les ressources et de sacrifier les générations futures, mais quand ils autorisent l'exportation de minerais bruts à hauteur de 3 800 000 tonnes par an vers la Corée à une teneur fixée d'entrée aujourd'hui à 2,07 jusqu'en 2037, c'est-à-dire pour 22 ans, sachant que tout le monde sait que la teneur, elle ne va faire que baisser dans les prochaines années, est-ce qu'ils n'ont pas un petit peu l'impression de sacrifier les générations futures et de piller les ressources en faisant cela? Moi, c'est la question que je leur pose, toute simple. Bon, je voudrais revenir sur plusieurs sujets, si vous le permettez. Assez rapidement. Assez rapidement. Donc, en ce qui minutes. concerne les exportations pour la Corée, il n'y a strictement aucune similitude entre une exportation de minerais bruts dans une usine détenue par des capitaux étrangers et des exportations dans une usine, en l'espèce l'usine de POSCO en Corée, dans laquelle nous détenons 51%. Je renvoie tout le monde au rapport de Anne Dutilleul, qui avait été mandatée par le comité des signataires et qui avait indiqué quel était le niveau de valeur ajoutée pour une usine locale et pour une usine export. Donc oui, exporter 3 800 000 tonnes sur la Corée, c'était prévu par le schéma minier, ça a été validé. Je rappelle à M. Bernu que c'était M. Harold Martin, qui à l'époque président du gouvernement, a été en grande pompe à l'inauguration de cette usine. Donc je crois qu'à un moment donné de l'histoire, en tout cas, cette usine n'a pas été conspuée. Deuxième chose importante, il faut qu'on fasse des efforts. On en a fait des efforts. On en a fait des efforts, et pas qu'un peu. Les efforts, ils ont un nom, M. Bernu, ça s'appelle le protocole de stabilité fiscale. C'est pas rien. Ça concerne l'usine du Sud et ça concerne l'usine du Nord. Ça conduit ces usines à ne pas payer d'impôts pendant 15 années. Strictement aucun impôt, exception faite des centimes additionnels à la patente au profit des communes concernées. Donc oui, c'est un effort majeur, colossal, immense des Calédoniens et du pays pour faire en sorte que ces usines soient les plus compétitives possibles. Et par contre, l'effort que la SLN devait faire, je l'ai dit tout à l'heure, elle aussi qui a bénéficié d'un protocole de stabilité fiscale, y compris pour ce qu'on appelait le programme 75 000 tonnes, auquel on n'est jamais parvenu puisqu'on est toujours à 57 000, fermons la parenthèse. L'effort qu'elle devait faire en investissant les sommes ad hoc pour faire en sorte depuis 2007 que cette centrale électrique nouvelle qui nous aurait permis d'être beaucoup plus compétitifs en ce qui concerne notre prix de revient de nickel, hélas, cet investissement-là n'a pas été effectué. Enfin, dernière chose, si on avait eu 51%, imaginons, on fait de la politique fiction, mais il serait passé deux choses, Angélique Souche. La première, c'est qu'on n'aurait pas distribué 100 milliards de francs CFP de dividendes. On les aurait gardés dans nos caisses. Et la deuxième, Angélique Souche, c'est qu'on aurait réalisé la centrale électrique qui nous ferait défaut. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire qu'au lieu de perdre 25 milliards de francs CFP, au lieu de perdre 25 milliards de francs CFP par an, on n'en perdrait plus que 10. C'est pas rien. Certes, on perdrait toujours de l'argent, mais on serait quand même un peu plus compétitif qu'on ne l'est aujourd'hui. Donc, vous voyez concrètement à quoi aurait pu aboutir, non pas Eramet, majoritaire dans cette société, mais les Calédoniens majoritaires dans cette société. Donc, le combat pour les 51%, c'est plus que jamais un combat d'avenir, parce qu'on raisonnerait en fonction de l'intérêt général du pays
et pas en fonction de l'intérêt des Duval au sein des Ramettes. Très très rapidement, Grégoire Bernu et Gérard Régnier. Oui, non, par rapport à ça, effectivement, il faut arrêter de fonctionner en fonction de l'intérêt des Duval, mais pour ça, il faut que, parce que tout à l'heure j'entendais parler de l'intervention de l'État, mais peut-être qu'il faudrait que la STCPI se joigne à l'État pour peser 30% au sein du capital des Ramettes, parce qu'à deux c'est plus facile. Puis la STCPI, mine de rien, elle détient quand même 34% du capital de la SLN, c'est pas rien, c'est une minorité de blocage, donc ça permet de peser, et puis de la même manière, pour faire en sorte que les décisions arrêtent de nous tomber dessus du haut de la tour de Montparnasse, notamment les décisions de la famille Duval, il s'agirait peut-être de parler d'une seule voix et que la STCPI arrête de se comporter en chambre d'enregistrement, plutôt que de tout de suite pointer du doigt l'État qui effectivement doit se bouger lui aussi, on est bien d'accord, mais à deux on est plus fort, on pèse 30%. Et puis pour ça on a des moyens pour peser, parce qu'en face de nous, de toute façon il faut négocier, c'est pas moi qui vais leur apprendre ça. On a la défiscalisation locale de la centrale C, il faut savoir quand même que ce dossier, ça a été nom d'entrée, du coup ils se sont braqués. Et puis on a aussi les autorisations délivrées par les provinces. Et j'en termine avec les histoires de dividendes, parce que c'est quelque chose, on l'entend à chaque fois, mais il faut quand même se souvenir qu'à l'époque tout le monde était d'accord pour sauf Calédonie ensemble, sauf Calédonie ensemble, on s'est battu contre ça, on a dit que c'était une erreur. Non mais c'est pas rien quand même. Vous pouvez pas dire tout et son contraire. Non, mais vous pouvez pas dire tout et son contraire. Vous pouvez pas dire qu'il faut organiser les retombées économiques du nickel pour les collectivités. Or, c'est le seul moyen. Les dividendes servis par la SLN à la STCPI, c'est le seul moyen, c'est les seules retombées économiques dont ont bénéficié les provinces. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis de financer la diversification des activités en province nord. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. Je sais très bien ce que je veux, financer une centrale, moderniser l'outil industriel et passer les périodes maintenant, de basse 51%, conjoncture. encore une fois. Ces 100 milliards, ils seraient bien utiles aujourd'hui. 51% aujourd'hui, ça veut dire que les Calédoniens, il faut qu'ils se préparent à payer les 60 milliards de pertes sur 3 ans et puis les 100 milliards d'investissements de la centrale C. Les Calédoniens, ils ne se retrouveraient pas dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Très rapidement pour finir, Gérard Régnier, vous souhaitez également réagir. Oui, j'ai bien entendu Grégoire sur la Chine. La Chine, en fait, produit en minerai, grosso modo, je crois que c'est 10% de ce qu'elle produit en minerai. Elle produit en métal, donc elle transforme, et donc forcément, elle est obligée d'importer du minerai. Et ça, c'est la vision aussi que développe l'Union calédonienne. C'est si on arrive à s'entendre avec les Philippines et la Nouvelle-Calédonie, même si on est petit, mais nous avons quand même une réserve de nickel importante, si on arrive à s'entendre, on peut tenter de réguler le marché. La mise en place d'une diplomatie nickel. Complètement. Et dans cette démarche-là, on peut tenter de réguler le marché. Et en régulant le marché, on va aussi forcément réguler les coûts. Et ça, Régnier, vous savez combien exportent les Philippines ? Oui, totalement. Mais justement, il faut s'entendre sur... je ne sais plus, on doit être à quelque chose comme 15 millions. 63 millions de tonnes. 63 millions de tonnes. 63 millions de tonnes. Oui, vous savez combien on exporte, nous ? Oui, on est à 5 millions. Voilà. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va faire un OPEP avec les Philippines. Je ne sais même pas si... Mais il faut être ambitieux, monsieur Gomez. Oui, non, mais il faut être ambitieux. Oui, non, mais écoutez, vous avez un parti en politique ambitieux, mais ce que je veux dire, c'est que... Monsieur Gomez, quand on a fait le préalable minier, vous étiez contre nous, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Quand on a proposé le CSI... Ne vous raccrochez pas aux vieilles branches, comme vous le faites d'habitude. Je le fais toujours d'habitude. Projetez-vous vers l'avenir, monsieur le député m'a coupé, donc je voudrais finir. Donc soyons ambitieux, parce que l'Union calédonienne, qu'est-ce qu'elle dit ? M. Gomez l'a très bien dit, nous allons vers des problèmes sociaux, parce que nous perdons de l'argent. Donc ne créons pas de la crise sur de la crise. Vouloir bloquer sur un dogme, vouloir bloquer une exportation aujourd'hui, c'est rajouter de la crise à la crise qui est là aujourd'hui. C'est la position de l'Union calédonienne. Nous ne sommes pas pour la crise, nous sommes pour le travail et nous sommes pour permettre que la population de ce pays vive du nickel. Merci. Cette émission est terminée. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. On a mis un peu d'ambiance sur la fin, vous avez vu ? Elle sera rediffusée. Nos auditeurs pourront la réentendre. Merci. Avec ambiance dimanche à 17h et prochainement sur notre site internet en podcast www.ncpremière.nc. Restez à l'écoute sur notre antenne. Bel après-midi à tous. Merci beaucoup.